C'est terminé. Pas pour un an, pas jusqu'au prochain tournoi, mais pour toujours. Cristiano Ronaldo a disputé son dernier match de Coupe du Monde et la manière dont tout s'est achevé dit tout de la profondeur du malaise qui ronge le football moderne. À la 91e minute d'un match tendu, nerveux contre l'Espagne, deux remplaçants dont personne ne parlait ont fait voler le Portugal en éclats. Mikel Merino a glissé le but de la victoire devant le gardien Diego Costa dans le temps additionnel. Et, d'un seul coup, l'attaquant le plus titré de l'histoire de ce sport a été éliminé du tournoi qu'il n'a jamais gagné et qu'il ne gagnera désormais jamais. Score final. Espagne 1, Portugal 0. Voici le chiffre qui devrait vous arrêter net. Dans le dernier match de Coupe du Monde de toute sa carrière, Cristiano Ronaldo n'a touché le ballon que 19 fois. 19. Alors parlons de ce qui s'est réellement passé ici, parce que ce n'est pas seulement une histoire d'adieu. C'est une histoire de pouvoir, d'argent et de la façon dont le plus grand tournoi de la planète est discrètement confisqué par la politique pendant que des millions de supporters se contentent de regarder le tableau d'affichage. Commençons par le match lui-même, parce qu'il a résumé toute la tragédie en 90 minutes. C'était un derby frontalier entre deux nations voisines qui partagent une frontière, une moitié de championnat et un ADN footballistique presque identique. Pendant la majeure partie de la rencontre, aucune des deux équipes n'a vraiment réussi à surprendre l'autre. Ronaldo a eu une seule véritable occasion, un ballon repoussé que le gardien espagnol Unai Simón a écarté au début de la première période. Pour lui, cela a plus ou moins été tout, toute la soirée. Le match semblait se diriger vers la prolongation jusqu'à ce que l'Espagne fasse précisément ce que le Portugal était incapable de faire. Elle a trouvé une étincelle venue du banc. Un remplaçant a glissé une passe dans la surface, un autre remplaçant l'a prolongée, et Merino a conclu en première intention dans le coin du but. C'était le 5e match sans encaisser de but pour l'Espagne en 5 rencontres. Le tournoi du Portugal et l'histoire de Ronaldo sur cette scène se sont achevés en un instant. L'équipe aux jambes fraîches et aux idées neuves a battu celle qui restait encore enchaînée au passé. Il faut rendre au Portugal un immense mérite. Défensivement, l'équipe a tenu presque toute la nuit avec un courage remarquable. Le latéral gauche, Nuno Mendes, a neutralisé pendant une bonne partie d'une heure la sensation adolescente espagnole Lamine Yamal, l'un des jeunes joueurs les plus dangereux de la planète. Pendant de longues séquences, ce match a vraiment donné l'impression que le Portugal pouvait le voler ou l'emmener jusqu'au tir au but. C'est la cruauté de cette histoire. La défense a été magnifique. C'est tout ce qui se passait devant elle qui s'était déjà effondré. À l'instant où Mendes est sorti en boitant, blessé, l'équilibre fragile a basculé et la qualité de l'Espagne sortie du banc a terminé le travail. Pour comprendre pourquoi cela fait si mal, il faut comprendre le seul trophée qui a hanté Ronaldo pendant toute sa carrière. La Coupe du Monde est le seul titre qu'il n'a jamais ramené chez lui. Réfléchissez-y une seconde. Voici un joueur qui a gagné pratiquement tout ce que le football de club peut offrir. Des championnats dans 3 pays différents, 5 ligues des champions et une montagne de distinctions individuelles. Et pourtant, à travers 5 Coupes du Monde distinctes, le plus grand prix de ce sport lui a toujours glissé entre les doigts. Son meilleur parcours remonte à 2006, quand un Ronaldo de 21 ans n'était encore qu'un joueur d'appui dans une équipe du Portugal qui avait atteint les demi-finales. Il ne s'en est plus jamais autant approché. En 2018, le Portugal est sorti en 8e de finale. En 2022, au Qatar, il a quitté le terrain en larmes après une défaite en quart de finale contre le Maroc, remplaçant ce jour-là, apparemment fini, sur la plus grande scène du monde. Tout le monde pensait que c'était le véritable épilogue. À la place, son sélectionneur lui a offert un tournoi de plus, une dernière chance de réécrire l'histoire. Cela a produit le chapitre le plus douloureux de tous. Son héritage en Coupe du Monde se referme inachevé, pour toujours un pas derrière son grand rival de longue date, celui qui possède ce trophée que Ronaldo aurait presque tout donné pour gagner. Soyons maintenant honnêtes sur quelque chose que tout le monde pouvait voir et qu'un seul homme refusait d'admettre. Ronaldo était tout simplement trop âgé pour ce tournoi.
Pas fini dans un sens cruel ou irrespectueux, mais mathématiquement incapable de porter encore toute une équipe sur ses épaules. Ces 19 touches de balle n'étaient pas un accident. 12 d'entre elles sont arrivées en première période seulement, le plus faible total qu'il ait jamais enregistré dans une première mi-temps de Coupe du Monde au cours de sa carrière. Il n'a pas touché le ballon une seule fois après la 80e minute. Sur l'ensemble du tournoi, il a tourné à moins de 4 tirs et environ 3 duels toutes les 90 minutes. À l'époque où il faisait réellement partie des meilleurs attaquants du monde, pendant ses années de Coupe du Monde les plus fortes, ces mêmes chiffres étaient en proche de 6 tirs et de plus de 11 duels par match. Il a disputé plusieurs duels aériens lors de ses 2 premiers matchs de groupe, puis plus aucun lors de ses 3 dernières rencontres. La présence, l'explosivité, la menace dans la surface, tout cela avait disparu en silence. Les statistiques ne murmuraient pas cette vérité. Elles la criaient. C'est ici que l'histoire devient presque sombrement comique. À un moment du tournoi, tout Internet a décidé qu'il était de retour. Après une première prestation terne, figée, presque statuaire, où il avait à peine bougé et s'était fait démolir en ligne, Ronaldo est revenu lors du match suivant et a inscrit 2 buts dans une large victoire. La réaction a été immédiate. Il est de retour, disait-on. Le roi n'est jamais vraiment parti, doutez de lui à vos risques et périls. Il y avait seulement un petit problème. Cette victoire écrasante avait été obtenue contre l'une des défenses les plus faibles encore présentes dans le tournoi. Avec tout le respect dû à cet adversaire, beaucoup d'attaquants amateurs auraient pu marquer contre cette ligne arrière dans un bon jour. Parce qu'au moment où Ronaldo a affronté une équipe qui avait réellement mérité sa place dans les tours à élimination directe, les buts ont complètement disparu. En 4 matchs contre des adversaires sérieux et crédibles, il a inscrit exactement un but, et c'était sur penalty. Le Portugal, avec le meilleur buteur de l'histoire des sélections nationales sur le terrain, a marqué au total 2 buts pendant toutes ces minutes de jeu contre une opposition véritable. 2 buts, ce n'est plus un avant-centre de référence. C'est un monument devant lequel l'équipe a défilé sur la route de l'élimination. Alors qui est réellement responsable de ce résultat? Parce qu'au fond, ce n'est pas vraiment la faute de Ronaldo. C'est le point le plus important. Le responsable, c'est le sélectionneur Roberto Martinez, qui a construit toute une campagne de Coupe du Monde autour de la protection de la place de titulaire d'une icône de 41 ans. Il avait une solution toute prête juste là, sur son propre banc. Un attaquant plus jeune, qui avait déjà sauvé le Portugal plus tôt dans le tournoi, avec un but tardif spectaculaire contre la Croatie après être entré en jeu, et qui avait inscrit un triplé lors de la Coupe du Monde précédente dès que Ronaldo avait été laissé hors du 11 de départ. Le plan pour mettre Ronaldo sur le banc et continuer à gagner existait. Martinez l'avait littéralement appliqué lui-même par le passé. Et il a refusé d'y toucher à nouveau. Sa justification, répétée publiquement à qui voulait l'entendre, était qu'on ne peut tout simplement pas sortir Cristiano Ronaldo du terrain. Comme l'a dit ensuite un ancien attaquant à la télévision, le vrai problème est que Ronaldo rend extrêmement difficile le fait de l'écarter. Cette seule phrase résume toute la tragédie. Personne autour de lui n'avait l'autorité ou le courage de dire non à Cristiano Ronaldo. Et cela est devenu une distraction qui a avalé toute l'attention de l'équipe. Chaque match s'est transformé en même feuilleton. Le sélectionneur oserait-il le remplacer? Et s'il le faisait, comment Ronaldo réagirait-il devant les caméras? Les commentateurs ont directement pointé les expressions de frustration que Ronaldo affichait chaque fois qu'il finissait par être sorti, résumant parfaitement le piège. Le Portugal était condamné s'il mettait son capitaine sur le banc et condamné s'il ne le faisait pas. Un groupe qui aurait dû passer l'été à étudier les tactiques et les adversaires l'a passé à gérer en silence l'humeur d'un seul homme. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les équipes championnes. C'est ainsi qu'une équipe perd lentement son identité pendant que tout le monde fait semblant que tout va bien. Et cette indulgence a eu des conséquences réelles, mesurables, pas seulement des états d'âme blessés. Parce que le Portugal a bâti toute sa structure offensive autour d'un joueur qui ne pouvait plus répondre. L'équipe a eu du mal à menacer réellement les adversaires plus solides, et cela lui a coûté très cher en phase de groupe.
un match nul terne contre un adversaire moins bien classé, une rencontre après laquelle Martinez a de nouveau défendu ses choix de composition, a fait terminer le Portugal dans une position moins favorable que nécessaire, avec l'Espagne, favorite du tournoi, dès les huitièmes de finale au lieu d'un chemin plus abordable. Relisez cela. La décision de maintenir la superstar vieillissante sur le terrain pendant tout le tournoi ne s'est pas contentée de ne pas aider. Elle a directement offert au Portugal un parcours plus difficile dans le tableau. Et ce parcours plus difficile l'a ensuite éliminé. Toute la campagne est devenue une exposition itinérante consacrée à la tournée d'adieu d'un seul homme, et le football réel en a souffert à chaque minute. Martinez n'a pas échoué avec le Portugal parce qu'il aurait manqué de respect à Ronaldo. Il a échoué avec le Portugal parce qu'il l'aimait trop pour vraiment l'entraîner. Maintenant, rendons à Ronaldo ce qui lui revient, parce qu'il l'a plus que mérité. C'est un quintuple ballon d'or, un quintuple vainqueur de la Ligue des Champions, un homme qui a représenté son pays pendant plus de 2 décennies et qui, selon ses propres mots, a apporté 3 grands trophées à une nation qui, avant lui, n'avait pratiquement rien gagné d'important. Il a porté le Portugal jusqu'au titre de champion d'Europe en 2016, un trophée dont il a dit qu'il le valorisait autant qu'une Coupe du Monde. Il a créé sur un terrain de football des moments qu'une génération entière d'enfants passera des années à tenter d'imiter. Vouloir accompagner un joueur comme lui vers la sortie avec dignité n'est pas un crime. On peut même comprendre l'instinct naturel d'un entraîneur qui ne veut pas rester dans l'histoire comme l'homme qui a mis une légende sur le banc. Mais cette révérence s'est précisément révélée être le poison. Une équipe nationale existe pour gagner des matchs, pas pour mettre en scène l'adieu émotionnel d'un seul homme. À partir du moment où les buts contre les vrais adversaires ont cessé d'arriver, la décision la plus bienveillante et la plus intelligente que Martinez pouvait prendre était précisément celle qu'il n'a tout simplement pas réussi à prendre. L'histoire se termine donc exactement comme elle se termine. Ronaldo a quitté le terrain visiblement ému, déclarant ensuite qu'il était triste de quitter la Coupe du Monde de cette manière. Il entrera probablement dans l'histoire comme le plus grand joueur à n'avoir jamais soulevé ce trophée précis. Martinez lui-même est presque aussitôt tombé sur son épée, confirmant juste après le coup de sifflet final qu'il quittait son poste de sélectionneur, expliquant que continuer n'avait plus de sens s'il ne pouvait pas offrir le seul prix pour lequel il avait été recruté. Martinez quitte le Portugal avec un bilan global impressionnant, mais son passage restera finalement comme un autre grand tournoi achevé dans la déception pour un entraîneur qui a déjà quitté des sélections dans des circonstances similaires plus d'une fois au cours de sa carrière. Lorsque le prochain grand tournoi arrivera, Ronaldo aura 43 ans. Il n'y a pas de prochaine Coupe du Monde pour lui. C'était vraiment le dernier chapitre, et au lieu d'un héros s'éloignant vers le soleil couchant avec le ballon au pied, les supporters ont eu une légende réduite à 19 touches de balle, presque spectatrice de ses propres adieux, parce que tout son entourage s'est davantage soucié de protéger le nom inscrit sur le maillot que de protéger l'équipe qui le portait. Mais voici la partie de cette Coupe du Monde qui n'a presque rien à voir avec les pénaltys ou les remplacements, et tout à voir avec la raison pour laquelle certains supporters qualifiaient désormais ouvertement ce tournoi de truqué avant même qu'il soit terminé. Pendant que l'histoire de Ronaldo dominait les gros titres, un scandale beaucoup plus vaste explosait discrètement quelques jours plus tard, un scandale qui remonte jusqu'à la Maison-Blanche. Pendant les tours à élimination directe, l'un des meilleurs buteurs de l'équipe nationale masculine des États-Unis a reçu un carton rouge après un tacle qui a blessé un joueur adverse. Selon les règles disciplinaires habituelles de la FIFA, ce carton rouge aurait dû automatiquement le priver du match suivant, une rencontre immense, à très fort enjeu contre la Belgique, qui pouvait envoyer l'équipe américaine en quart de finale pour la première fois depuis des décennies. Au lieu de cela, dans une décision presque jamais vue, la FIFA a annulé la suspension seulement un jour avant le coup d'envoi, en invoquant une section vague et rarement utilisée de son code disciplinaire, sans fournir beaucoup d'explications. Le timing ne pouvait pas paraître plus mauvais. Des informations avaient là déjà circulé durant le week-end selon lesquelles le président Trump
avait personnellement appelé le président de la FIFA pour demander un réexamen officiel du carton rouge, en affirmant que le contact ayant entraîné la blessure ne lui semblait pas intentionnel. Trump a ensuite déclaré aux journalistes qu'il n'avait pas dit aux responsables de la FIFA quoi faire, insistant sur le fait qu'il avait simplement demandé une révision parce qu'il n'était pas d'accord avec la décision initiale. Mais les cartons rouges sont presque jamais annulés dans le football professionnel. Et la FIFA n'avait encore jamais levé une suspension au milieu d'une Coupe du Monde moderne. Il est aussi extraordinairement rare, presque sans précédent, qu'un chef d'État en exercice s'implique directement dans l'arbitrage d'un match. Un ancien président de la FIFA, critique de longue date de l'actuelle direction, a écrit publiquement que des décisions comme les cartons rouges ne peuvent tout simplement pas être annulées par des appels politiques, avertissant que ce type d'ingérence menace la crédibilité de toute la compétition. Ce qui donne tant de poids à cette histoire, c'est la relation qui se trouve derrière. Depuis près d'une décennie, l'actuel président de la FIFA et Trump entretiennent une relation personnelle inhabituellement étroite, qui a commencé lorsque l'Amérique du Nord a obtenu pour la première fois les droits d'organisation de cette Coupe du Monde et qui s'est depuis transformée en quelque chose ressemblant à une véritable alliance politique. La FIFA aurait loué ces dernières années des bureaux dans un immeuble portant la marque Trump, et l'organisation a décerné à Trump l'an dernier son tout premier prix de la paix, une récompense qui a fait lever bien des sourcils dans le monde du sport, compte tenu du fait que la FIFA n'est pas exactement connue comme une institution diplomatique. Des années plus tôt, dans une scène désormais largement diffusée datant du premier mandat de Trump, le président de la FIFA se tenait dans le bureau ovale et lui remettait personnellement un maillot personnalisé de l'équipe nationale, en lui disant qu'il faisait désormais officiellement partie de l'équipe de la FIFA. Cette relation confortable semble aussi avoir porté ses fruits financièrement. Une semaine seulement avant que la controverse du carton rouge n'éclate, d'autres révélations indiquaient que les revenus personnels de Trump avaient bondi de plus de 2 milliards de dollars au cours de l'année précédente, en grande partie grâce à des affaires liées à son passage au pouvoir. Même certains membres de son propre parti ont établi des comparaisons embarrassantes entre ce type d'enrichissement personnel pendant l'exercice d'une fonction publique et la manière dont des dirigeants autocratiques ailleurs dans le monde mêlent richesse privée et pouvoir d'État. Un ancien gouverneur républicain de premier plan est allé jusqu'à parler de corruption et d'enrichissement personnel à la manière de Poutine, une accusation remarquablement directe venant de l'intérieur du propre camp politique de Trump. Ainsi, lorsque l'annulation du carton rouge a éclaté quelques jours plus tard, elle n'est pas tombée dans le vide. Elle s'est ajoutée à une perception mondiale croissante, selon laquelle les institutions américaines, et par extension cette Coupe du Monde co-organisée sur le sol américain, s'en mêlent avec exactement le type de corruption dont la FIFA tente depuis des décennies de se débarrasser sans jamais vraiment y parvenir. La FIFA elle-même traîne une histoire largement documentée de scandales de pots de vin, d'allégations d'achat de voix et d'affaires internes de corruption remontant à plusieurs présidences passées. Donner à un président en exercice ce type d'influence personnelle sur le résultat actif d'un match, que ce soit intentionnel ou non, alimente directement des décennies de soupçons selon lesquels l'organisation au sommet du football mondial peut être orientée en silence par quiconque dispose d'assez d'argent ou de leviers politiques. Les commentateurs du monde entier ont averti que si l'équipe américaine finissait par gagner ce match contre la Belgique, de nombreux supporters neutres à l'international rejetteraient simplement le résultat comme truqué, peu importe ce qui se serait réellement passé sur le terrain, parce que la simple apparence d'une ingérence politique aurait déjà fait les dégâts. Depuis, cette controverse continue de se propager dans le tournoi, éclipsant de véritables histoires sportives, comme l'adieu de Ronaldo, et transformant les conversations ordinaires entre supporters en débat sur l'influence politique, l'intégrité institutionnelle et la capacité de l'événement sportif le plus populaire au monde à se contrôler encore lui-même équitablement. Des analystes du football ont souligné que ce moment arrive à une période particulièrement sensible pour la FIFA, une organisation qui tente encore de reconstruire la confiance du public après une époque précédente marquée par de lourdes accusations de corruption et des démissions parmi ses plus hauts responsables.
Ajoutez un point de tension politique moderne impliquant l'une des personnes les plus puissantes de la planète ne fait que renforcer précisément le récit que la direction de la FIFA affirme publiquement depuis des années avoir dépassé. Pendant ce temps, sur le terrain, l'Espagne s'est qualifiée pour les quarts de finale pour la première fois depuis qu'elle avait remporté tout le tournoi en 2010, un jalon qui mérite d'être rappelé au milieu de tout le bruit entourant cette édition. La Roja reste invaincue dans les tours à élimination directe jusqu'ici et doit affronter le vainqueur de ce même match américain contre la Belgique, désormais chargé politiquement. Quoi qu'il arrive dans ce quart de finale, il sera presque impossible de séparer le résultat sportif de la controverse qui entoure la manière dont l'équipe américaine y est parvenue. Pour un tournoi qui devait être retenu comme le moment où Cristiano Ronaldo disait enfin adieu au sport qu'il a transformé, il pourrait plutôt rester dans les mémoires, comme le moment où les supporters du monde entier ont commencé à se demander ouvertement qui contrôle réellement le beau jeu, les joueurs et les entraîneurs sur la pelouse, ou les hommes puissants qui passent des appels depuis des bureaux lointains. Il existe une autre couche dans cette histoire qui mérite attention, car elle ne s'est pas arrêtée à un seul carton rouge annulé. Dans les jours qui ont suivi cette décision, plusieurs anciens joueurs et anciens officiels ont commencé à poser publiquement une question bien plus large. Si la FIFA peut revenir sur une décision disciplinaire claire sous la pression d'un seul appel puissant, qu'est-ce que cela signifie pour toutes les autres décisions contestées encore à venir dans ce tournoi, y compris les pénaltys, les vérifications de hors-jeu et les suspensions disciplinaires en quart de finale et au-delà? Certains consultants ont ouvertement spéculé, et cela reste de la spéculation plutôt qu'un fait confirmé, que d'autres fédérations nationales pourraient désormais se sentir encouragées à faire pression directement sur la FIFA par des canaux politiques, plutôt que par les procédures d'appel normales, surtout si elles pensent qu'un gouvernement riche ou influent se tient derrière leur équipe. Rien n'a été prouvé concernant d'autres cas, mais la simple suggestion montre à quelle vitesse la confiance peut s'éroder dès qu'une exception est faite tout en haut du sport. Cela a également rouvert de vieilles blessures du passé de la FIFA. Les observateurs de longue date du football international se souviennent du vaste scandale de corruption d'il y a environ une décennie, lorsque plusieurs hauts responsables de la FIFA ont été inculpés pour corruption et racket dans des affaires liées au vote d'attribution des Coupes du Monde et aux contrats de diffusion. Ce scandale a forcé toute une génération de dirigeants de la FIFA à quitter la scène et devait ouvrir une ère de gouvernance plus stricte et plus transparente. Les critiques affirment maintenant qu'accorder autant d'influence informelle à un seul chef d'État, quel que soit le pays qu'il dirige, réduit presque du jour au lendemain à néant des années de réparation de réputation. Les défenseurs de l'actuelle direction de la FIFA répondent que la procédure de révision d'un carton rouge existe techniquement dans le règlement et que la pression extérieure, aussi inhabituelle soit-elle, n'a pas littéralement réécrit la moindre règle. Les deux camps s'accordent toutefois sur une chose. L'image seule a déjà porté un vrai coup à la confiance du public dans le tournoi. Pour les supporters ordinaires qui essaient simplement de profiter du football, tout ce bruit crée un écran partagé inconfortable. D'un côté se trouve une histoire sportive purement émotionnelle. Une icône vieillissante qui quitte la plus grande scène du jeu après 2 décennies passées à poursuivre un trophée qui n'est jamais venu. De l'autre, une histoire beaucoup plus froide, faite d'argent, d'accès et de la question de savoir si les personnes les plus riches et les mieux connectées du monde peuvent plier discrètement à leur avantage, même quelque chose d'aussi universellement aimé que la Coupe du Monde. Ces deux histoires se déroulent dans exactement le même tournoi, sur exactement les mêmes terrains, devant exactement le même public mondial, et aucune des deux ne semble près de disparaître avant le coup de sifflet final de la finale, encore distante de plusieurs semaines. Où situez-vous désormais Ronaldo maintenant que son histoire en Coupe du Monde est définitivement refermée, et pensez-vous que l'intégrité de ce tournoi a déjà été compromise avant même que la finale ait été jouée?